Salut à tous, vous regardez Campus Chanel, merci d'être avec nous. On est ici pour 1 heure d'oral décomplexé avec le test d'aptitude tâche 2 organisé par la FNEJ. Pour en parler, avec nous, nous recevons Emmanuel Margerie, le responsable des tests de sélection à la FNEJ. Bonjour Emmanuel. Bonjour. À vos côtés, Romain est étudiant en classe préparatoire Paris-Saclay D2, option économie au lycée Eiffel de Dijon. Bonjour Romain. Bonjour. Alors vous le savez, on va y revenir dans quelques instants, mais le test TAGE 2, c'est le test qui vous permet d'accéder à des grandes écoles, à des universités, plutôt dans l'univers du management. Mais je ne veux pas spoiler le pitch qui commence maintenant. Emmanuel, est-ce que vous êtes prêt ? Presque. Presque prêt. Eh bien oui, il vous reste 1 seconde parce que vous avez 1 minute chrono pour nous présenter le TAGE 2. Attention, top, c'est parti. Bonjour à tous, le test TAGE 2 est un test d'aptitude à la gestion des entreprises. C'est un test présenté sous forme de QCM. Il est utilisé par les écoles de commerce et des concours afin de sélectionner leurs étudiants. Ce test porte sur les fondamentaux, donc tous les fondamentaux sont acquis jusqu'au collège, lycée, fait abstraction de votre formation d'origine, votre bac d'origine, de votre première formation supérieure d'origine. Donc tous les candidats sont sur le même pied d'égalité pour performer à ce type de test. Le candidat, ensuite, avec sa performance, peut postuler à différents établissements et l'établissement établit le classement de ses étudiants afin de sélectionner les 70% meilleurs candidats. Et ensuite, continuer son processus de sélection en incluant d'autres types de preuves, anglais, oraux ou autres. Très bien, écoutez, très bon pitch, parfaitement dans les temps. Nous allons désormais passer aux questions que vous nous avez envoyées tout au long des dernières semaines autour du TAGE 2 pour vraiment lever le voile sur ce test, pour ne plus avoir aucun stress, rien qui ne puisse vous perturber le jour J. Emmanuel, je vous en prie, je vous laisse lire la première question. Oui, alors, première question. Bonjour, je suis étudiante en L2 de philo et j'ai envie d'un changement de cursus scolaire assez radical pour aller du côté du management. Tout type de bac plus 2 peuvent-ils se présenter au concours ? Oui. Tout type de bac plus 2 peuvent se présenter au concours d'entrée d'école de commerce, admission parallèle première année. Justement, cette étudiante dit qu'elle est en L2 de philo. C'est un profil qui est intéressant pour les écoles de commerce. Les écoles de commerce veulent de la diversité, veulent des étudiants d'horizons complètement différents. Et le test TAGE 2 permet de sélectionner les étudiants en fonction de leur performance sur les fondamentaux. Verbaux, compréhension, expression, les fondamentaux en calcul et en logique. Alors ça ne va pas lui poser préjudice du coup de ne pas avoir fait de maths, peut-être si cette candidate a fait un bac littéraire, ça fait quasiment 5 ans qu'elle n'a pas fait de maths. Le fait de ne pas avoir fait de maths, de ne pas avoir fait d'économie, de ne pas avoir fait de droit, de gestion, etc., ça ne pose pas de préjudice. Ça ne pose pas de problème. Par exemple, vous parlez d'économie et de droit. Il n'y a aucune question d'économie ou de droit dans le test TAGE 2. Par contre, vous avez des questions de calcul, mais qui portent sur des fondamentaux. Gestion, manipulation de proportions, de pourcentage, probabilité simple, extraction d'informations, calcul de réduction ou autre. Des choses basiques, des fondamentaux qui sont acquis au collège. Et quelques notions de début de classe de seconde. Donc, sa formation n'est absolument pas un frein, un inconvénient pour passer le TAGE. Un collégien pourrait passer le test un collégien un petit peu plus… high level. Voilà, mûr, oui. Alors, dis-nous tout, Romain. Toi, quel a été ton parcours ? C'est noté sur ton pull, mais raconte-nous. Alors moi j'ai fait un bac S à Beaune, dans ma ville natale où j'ai fait un bac S et après le bac S je me suis dit le scientifique ça me plaît pas trop, je vais me tourner vers d'autres choses qui me parlent un peu plus, donc du coup je suis allé en économie. Donc là ça commençait à être un peu plus concret et j'ai passé le TAGE 2 pour passer les écoles de commerce et intégrer une école afin de concrétiser encore plus la chose, parce que ça commence vraiment à me parler de plus en plus. D'aller au bout de ton rêve, mais il y a peut-être une subtilité qu'il faut rappeler, parce que vous dites tout type de bac plus 2, mais en général les étudiants de classe prépa, ils ne peuvent pas passer par le TAGE 2 pour intégrer des écoles. Ce sont les établissements qui déterminent leur seuil d'admissibilité, enfin les diplômes, les prérequis. D'accord. Donc en fait, tout le monde peut s'inscrire, oui. Mais après pour l'inscription dans l'école, ça va dépendre. Et par exemple, classe prépa, on va préférer qu'ils fassent le concours prépa, sauf
et c'est là où c'est intéressant, c'est que toi, tu n'es pas dans une classe prépa économie traditionnelle, tu es dans une classe prépa, on le disait, Paris-Saclay, D2, option économie, qui est une classe prépa mixée entre la fac et un lycée, ce qui te permet d'avoir plutôt les prérequis pour les écoles. C'est exactement ça. Nous, en D2, on est en L2, du coup, L2 économie à la fac avec des étudiants. On passe pas toutes les matières, on passe 5 matières, donc les 5 fondamentaux. Donc, notamment en économie, c'est microéconomie, macro, maths, stats, et avec une option à chaque fois. Et les 5 autres notes, c'est les équivalences, c'est les notes qu'on va avoir tout simplement à la prépa, qu'on va renvoyer. Donc ça nous permet d'avoir un double cursus, d'avoir une double vision, les avantages de la fac, donc être un étudiant, passer les bac+2, bac+3, mais intégrer la L3, et les avantages de la prépa. Eh bien écoute Romain, je te laisse prendre la question suivante. Salut, le test TAGE2 est-il plus facile que le TAGE? Peut-on le passer avec un bac+3 si on accepte ensuite de redoubler une année? Donc le TAGE2 est-il plus simple, plus facile que le TAGE? Vu que j'ai pas passé le TAGE-MAGE, mais que j'ai commencé à les réviser, c'est pas la même chose. Le TAGE-MAGE, pour moi, il englobait plus de choses, plus de prérequis que le TAGE2. Le TAGE2, on est vraiment sur du français, des maths avec de la logique, beaucoup de logique. Et après, la deuxième question, est-ce qu'on peut le passer en bac+3 On se tourne peut-être vers Emmanuel pour Ouais, avoir l'info, parce ce qu'on sera plus dit, simple. on peut, alors pour parler peut-être de la spécificité de cette question, c'est qu'il y a différents tests, TAGE 2 plutôt bac+2, TAGE-MAGE, bac+3, bac+4. Est-ce qu'un bac+3 peut passer le TAGE 2? Il n'y a aucun prérequis pour passer le test TAGE2 ou le test TAGE-MAGE. Quel que soit votre niveau de diplôme, c'est l'étudiant qui décide de passer tel ou tel test. Les prérequis sont définis par les écoles de commerce qui font leur recrutement et pour lesquels il faut impérativement un type de diplôme pour admission parallèle première année ou un autre type de diplôme admission parallèle deuxième année. Et alors, est-ce que certaines écoles peuvent accepter des étudiants qui acceptent, le terme est peut-être un petit peu galvaudé, mais de redoubler s'ils ont déjà un bac+3, revenir en admission parallèle première année plutôt que deuxième année? Ça, ce sont les écoles qui le déterminent. Elles sont à la recherche de profils divers et variés, mais à un niveau de diplôme prérequis bien défini dans leurs conditions d'admissibilité. Donc, tournez-vous, je conseille aux étudiants de se tourner vers les conditions d'admissibilité des écoles de commerce. C'est elles qui le déterminent avec exactitude. Très bien, mais on retient en tout cas le message qui est clair. Pas de conditions, vous, pour s'inscrire au test. Ça se passe dans la deuxième partie, auprès des écoles. Et je vous laisse prendre, Emmanuel, la question suivante. Hello, pouvez-vous rappeler les différentes étapes pour s'inscrire au test TAGE2? Déjà, la première étape, c'est d'avoir un projet, d'intégrer une formation à la gestion. Vous êtes intéressé par une ou plusieurs écoles de commerce, donc vous allez vous renseigner auprès du concours ou des écoles de commerce directement pour connaître leurs conditions d'admissibilité. Et dans les conditions d'admissibilité, vous verrez qu'il y a un certain nombre d'épreuves dont le test TAGE2 peut en faire partie. Souvent, les établissements organisent, eux, une journée de concours. Et à cette journée de concours, le test TAGE2 est proposé. Si l'étudiant souhaite alléger cette journée de concours, il a la possibilité de passer le test TAGE2 avant, une semaine, 15 jours, 3 mois avant. Ce que je conseille aux étudiants, c'est de passer déjà le test TAGE2 6 mois avant le concours, afin de pouvoir le passer 2 fois. Puisque le test TAGE2 peut être passé 2 fois par année civile. Une fois au premier semestre, du 1er janvier au 30 juin, et ensuite du 1er juillet au 31 décembre. Donc ce que je conseille aux étudiants, c'est déjà de passer le TAGE2 une première fois, afin d'avoir une mise en jambe, de voir à quoi ressemble le test et ne pas être surpris. Et pour pouvoir maximiser ses performances aux 2 tests. Très bien. Et après, Romain, quand on s'inscrit, comment ça fonctionne? Il y a un site internet sur lequel on rentre des informations. Le côté un peu pratique, toi, comment ça s'est passé? Moi, personnellement, j'ai pas eu vraiment de problème pour m'inscrire. Je me suis peut-être pris un peu trop tard et je pense que si je devais le refaire, je prendrais quand même un peu plus en avance. Pour pouvoir passer peut-être 2 fois le test. Oui, et aussi surtout pour cibler déjà la ville. Parce que moi j'ai dû le passer à Lyon, bon, je suis de Dijon, c'est pas très très loin, mais j'ai vu qu'il y avait des séances sur Dijon, mais c'était plus tôt et que c'était déjà passé. Certaines sessions sont souvent complètes assez rapidement, donc s'en prendre quand même assez en avance, ça peut... Pas à la dernière minute. Voilà. Malheureusement, souvent les étudiants s'y prennent au dernier moment, 10 jours étudiants. avant. Oui, mais il faut prendre ces dispositions afin d'anticiper. Anticipez toujours votre avenir, vos concours, anticipez-les.
il y a eu un petit manque d'anticipation de ton côté, Romain. Allez, je te laisse anticiper pour prendre la question suivante. Combien de sessions de tâche 2 sont organisées tous les ans et peut-on choisir librement sa date de passage? Alors le nombre exact de sessions de tâche 2, je l'ai pas. Oui. Alors, donc on peut passer le test tâche 2 donc 2 fois par an, une fois tous les 6 mois. Vous pouvez choisir librement votre date de passage à condition de respecter la date limite de passation imposée par un établissement. Si on vous demande de passer le test tâche 2 avant le 31 mars par exemple, respectez cette condition. Sinon vous ne serez pas éligible, vous serez hors délai pour l'établissement. Et ce qu'il disait était intéressant, il faut peut-être prévenir les candidats. Il y a pas mal de dates, mais Oui. il y a un nombre restreint de dates par ville. Alors, la FNEJ organise des sessions un peu partout en France, à différentes dates. Il est vrai que certaines sessions peuvent vite être demandées et vite être complètes, mais de toute façon, l'établissement, en général, organise un test tâche 2 lors de sa journée de concours en dernière limite. Donc, on peut quand même le passer, le jour J. Oui, mais toujours anticiper. Je conseille aux candidats anticiper. Si vous aviez la possibilité d'étaler votre bac, si vous aviez eu la possibilité, vous l'auriez fait, vous l'auriez anticipé. Donc faites la même chose pour vos concours d'école de commerce. Et c'est ce qui va se passer d'ailleurs avec la réforme Blanquer du bac, ils pourront étaler maintenant. Une petite question pour toi, subsidiaire, par rapport au fait qu'on peut choisir librement sa date. Tu l'as passé quand, toi, du coup? Je l'ai passé le vendredi 15 mars à Lyon. Hyper précis. Et alors, pourquoi cette date? C'est parce que c'était celle qui était dispo ou il y avait une stratégie derrière? Alors, c'était parce qu'il y avait plus ou moins plus que ça. Sinon, je devais le passer justement dans les écoles. Schéma, le passer c'était Lille ou Sophia Antipolis, ça faisait un peu loin. J'ai pris plus ou moins le plus près. J'ai fait par rapport à des fois la distance. Et après Lyon, j'avais de quoi me loger aussi la veille. Parce qu'arriver le matin même. On n'est pas très frais, on se lève tôt et on n'est pas frais. Il faut éviter quand même. Et alors ce projet de passer le tâche 2, il est né comment? Quand est-ce que tu t'es dit I want to do the test? Lorsque tout au long de mon cursus, du coup, j'ai préparé mon dossier, donc mon dossier L2 de fac normal, et j'avais fini plus ou moins de le peaufiner. Je me suis dit, il faut que je maximise mes chances, que je prenne un maximum d'opportunités d'orientation. Donc je me suis dit, je vais passer certaines écoles de commerce. Donc je me suis inscrit à d'autres concours, je les ai passés. Et dans les anciens élèves de ma prépa, il y en a un justement qui est actuellement à Schema et qui m'en a parlé. Et donc du coup, je me suis dit, ça m'a l'air intéressant. Ça va me prendre un certain temps, mais il faut que je le travaille, j'aurai le temps et ça ne sera pas du temps perdu de toute façon. Donc. Parce que toi, du coup, tu as la possibilité, avec ta double casquette de faqueux et de topin, de passer à la fois les concours traditionnels et en même temps les admissions parallèles? Oui. Donc, pour les mêmes écoles, tu peux faire ça ou pas? On peut passer, donc en Bac plus 2, on peut passer passerelle, tremplin, le tâche 2, le TOEIC. Bon, TOEIC, c'est normal. Et voilà, et toutes les écoles de commerce qui proposent des... Mais tu peux faire, vraiment, je suis en train de voir le cas spécifique, avec ton profil, alors qui concerne une petite minorité, mais tu peux, pour la même école, dire je passe le concours traditionnel et je passe l'admission sur titre? Non, c'est vrai qu'il faut choisir. On peut toujours, mais... ça fait bizarre. Bon, on n'est pas préparé, on ne fait pas du français, on ne fait pas des maths, si on fait des maths, mais on ne fait pas du français, on ne fait pas de la philo, on ne fait pas de l'histoire, on fait vraiment de l'économie, donc c'est pas ce que les concours traditionnels demandent. Très bien. Emmanuel, je vous laisse prendre la question suivante. Bonjour à tous, j'étudie actuellement en Allemagne. Est-ce que vous proposez des sessions du tâche 2 dématérialisées? Alors, la FNEJ propose des sessions du tâche 2 hors de France. Si vous avez l'impossibilité de venir à une date de session en France, nous pouvons organiser des sessions en fonction des pays, à condition que vous vous y preniez suffisamment tôt. Et c'est quoi l'impossibilité? Parce que si le candidat vous appelle, oui, mais ta famille elle est en France, retourne en France. Voilà, c'est un peu ça, mais si la personne est complètement en stage jusqu'à la fin des concours, il ne peut pas se rendre disponible, on trouve une solution pour pouvoir lui ouvrir un centre, soit dans ce pays-là, soit dans un pays limitrophe. Et dans ce cas-là, ça veut dire que vous passez l'annonce à Berlin, il y aura ce centre ouvert pour tous les candidats qui veulent. Donc c'est à la demande. Les candidats nous contactent, nous indiquent leur impossibilité de venir se déplacer. Nous prenons contact avec nos partenaires sur place afin d'ouvrir une session et d'avoir une session tâche 2 en présentiel. Là, on parle de session dématérialisée. Le test tâche 2 n'est pas dématérialisé. C'est une session en présentiel avec surveillance. Très bien. Et alors, ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'à la fois, il y a des centres d'examen en France métropolitaine, mais il y en a aussi en Outre-mer. Oui, aussi en Outre-mer, tout à fait.
En ultramarin. En ultramarin, en territoire ultramarin. Très bien, et ben vous avez toutes les premières informations. On va faire une petite pause dans les questions et on passe tout de suite aux 3 mots max. Le concept du 3 mots max, eh bien, il est extrêmement simple. Vous allez avoir 3 mots maximum pour définir le test d'aptitude TAGE 2. Et puis, à chaque mot, vous allez me donner une justification. Je vous laisse commencer, Emmanuel. Équité. Alors, pourquoi l'équité ? Pourquoi ? Parce que c'est un test qui se base sur les fondamentaux que tous les candidats ont acquis au collège et jusqu'en en classe de seconde. Donc, vos spécificités en économie, en droit ou autres que vous avez acquis lors de vos études supérieures ne seront d'aucun recours pour pouvoir passer le test TAGE 2. Donc c'est un test qui s'adresse vraiment à des candidats de profil aussi bien littéraire, comme la question tout à l'heure nous a été posée, que des candidats au profil scientifique. Donc l'équité, premier mot. Deuxième mot pour toi, Romain. Persévérance. Parce que, évidemment, ça reste un concours, ça se travaille. Même si ça se repose, comme il l'a dit, sur des prérequis, des choses qu'on a déjà accumulées tout au long de notre cursus, il faut soit les solidifier, soit combler les brèches, on va dire, et vraiment se donner le maximum pour y arriver. Et le dernier mot pour vous, Emmanuel. Performance, puisque c'est un test d'aptitude de classement. Il faut être le plus performant possible le jour du test, donc mettre tout ce qu'il faut de votre côté afin d'être préparé, d'être concentré pour être le plus performant et le plus haut dans le classement. C'est quoi ? C'est plutôt un sprint, un marathon, une course de marche rapide ? Non, rien de tout cela. C'est le plus performant, c'est au top de sa forme. Très bien, et je pense que dans les questions, j'en suis même sûr, parce que vous nous avez envoyé les questions en amont, dans les questions que vous nous avez envoyées, on va tout vous dire en deuxième partie, c'est-à-dire maintenant, et bien pour être le plus performant possible le jour J. Romain, je te laisse prendre la question suivante. Bonjour, pouvez-vous présenter les différentes épreuves du TAGE 2 et leur durée ? Alors, les épreuves T'as du tout TAGE en 2. tête ou tu refiles la patate chaude à Emmanuel ? Je vais faire les Allez, grandes lignes déjà. Alors déjà, il y a beaucoup de français. Je classerais l'épreuve en 2 catégories, le français et la logique. Pour moi, le français, ça a été, c'est quand même très dur si on a quelques lacunes en français, de tout reprendre. C'est très très compliqué parce que reprendre tout un collège et un lycée de français en seulement quelques jours de révision, si on recommence tout à zéro, évidemment. Mais après, solidifier, ça fonctionne très bien. Et après, la logique, ça pêche. Personnellement, j'étais un peu surpris quand même des épreuves de logique, mais ça se travaille de toute façon. Alors bon, c'est ton ressenti de candidat. Reprenons un petit peu, big picture, qu'est-ce qu'il y a comme épreuve ? Il y a trois dimensions, une dimension verbale, une dimension calculatoire et une dimension logique. Alors, le tout en 6 épreuves, donc 2 épreuves de chaque. Le candidat commence par une épreuve verbale qui dure 15 minutes, ensuite une épreuve de calcul 35 minutes, une épreuve de logique 10 minutes ou 15 minutes. Et après, on recommence. Voilà. D'accord, donc même menu. Verbal, calcul logique, verbal, calcul logique. Sur les mêmes temporalités. Sur les mêmes temporalités, sauf pour la logique, c'est 10 et 15. D'accord. Une toute petite nuance. Voilà. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on attend côté verbal ? Alors, côté verbal, de la compréhension de texte, de la construction linguistique, de la recherche de synonymies. Construction linguistique sont des textes lacunaires, un texte à trous sur lesquels vous devez reconstruire le texte en fonction des informations qui vous sont données dans le texte. N'oubliez pas que c'est un QCM. Vous avez des questions et vous avez des propositions qui vous sont faites. Donc, à vous, parmi les 4 propositions, d'écarter celles qui vous paraissent le plus loufoque pour qu'il vous reste simplement plus que 3 propositions de réponse. Et cette proposition de réponse doit bien s'inscrire dans la continuité de logique du texte en termes de compréhension, de construction linguistique, de fautes grammaticales, orthographiques. Très bien.
ce que je conseille aux étudiants pour cette épreuve, pour mieux réussir cette épreuve, c'est d'essayer déjà d'être très concentré, de bien lire la presse économique, les pages saumon du Figaro, les Échos, le Monde, et essayer de limiter un peu tout ce qui est support du type smartphone, tablette, où on a tendance à zapper. Prenez-vous vraiment des supports papier, lisez des textes qui ne vous sont pas forcément familiers, ne restez pas dans votre zone de confort, parce que rien de plus simple que de rester sur les thématiques qui vous plaisent et de ne pas embrasser une autre thématique. Ce qui, le jour du test, vous ne pourrez pas dire non, cette thématique ne me plaît pas, la thématique des retraites ne m'intéresse absolument pas, je préfère autre chose. Voilà. Donc afin de pouvoir bien vous concentrer et comprendre l'intégralité des textes que vous lisez. Donc ça c'est pour la partie verbale. Ensuite les maths. Les maths, des maths de base, gestion, proportion, pourcentage, augmentation, diminution, ça va être probabilité. Karine a acheté une robe à 40 €, oui, il y alors, a une augmentation de, enfin il y a une c'est un peu ça. De 70%. Et c'est vrai que les questions paraissent basiques. Karine Marc d'ailleurs. Voilà. Complètement décontextualisées, parce que si vous inscrivez ça dans un cas d'entreprise, dans une formulation un petit peu, un emprunt, un prêt, c'est un peu trop contextualisé. Alors que là, c'est complètement décontextualisé et l'approche est meilleure pour le candidat afin de se concentrer sur les données à extraire, les données qui sont plus ou moins complexes à extraire et à regrouper afin de trouver la bonne réponse. Donc maths, proportion, oui. Un petit peu de probabilité. D'accord. Probabilité simple, principalement des jetés de dés. C'est ce qui est le plus simple à comprendre, tout le monde comprend les jetés de dés. On jette un dé, quelle est la chance de tomber sur… on jette 2 dés, quelle est la chance d'obtenir au moins un 6, par exemple. Et parmi les 5 propositions de réponse, à vous de… Donc on fait l'arbre sur le petit arbre, tout simple. Des calculs simples, puisque… Mais c'est vrai qu'il faut quand même revoir, parce que les notions d'arbres, etc. Je sais pas, toi, les arbres de probabilité, est-ce que tu en avais refait en école, enfin dans mon cursus, on a un chapitre sur les probabilités, donc c'est le mauvais exemple. Ouais, on va dire que tu es étudiant en philo, tu n'as pas refait de… Non, c'est ça, pour un étudiant qui n'en a pas fait depuis longtemps, c'est des réflexes à retrouver. Des géométries de base, calcul de vitesse, un camion de livraison part de telle ville à tel moment, il a tant de kilomètres à parcourir. Ça m'angoisse là quand vous en parlez, l'épreuve de maths, mais c'est pas de stress à avoir, du coup c'est des… il faut en faire le plus possible pour avoir la logique en tête. Revoir les bases, s'entraîner pour reprendre confiance et faire les problèmes d'un sens à l'envers, différents types de problèmes. Entraînez-vous sur un certain nombre de questions afin de pouvoir retrouver vos automatismes. Revoyez vos tables de multiplication. On n'a pas le droit à la calculatrice. 7 x 7 Alors, donc c'est vrai que les automatismes en termes de calcul, aujourd'hui on oublie, vous achetez, vous faites les soldes, on vous indique un pourcentage de réduction, vous ne faites même plus le calcul aujourd'hui, ou alors vous sortez votre smartphone. Donc reprendre le goût du calcul à l'ancienne, ces tables de multiplication. C'est même pas un calcul à l'ancienne, c'est du calcul tout simple. Quand vous serez en réunion de direction avec tous les directeurs régionaux de vente de tel ou tel produit, si vous êtes obligé de sortir votre smartphone pour comprendre que l'augmentation de tant de pourcents correspond à tel ou tel élément, ça fait bizarre. Ça l'affichera mal par rapport à quelqu'un d'autre qui aura une fulgurance, enfin même pas une fulgurance, qui pourra répondre dessus du tac au tac. Voilà. Et la dernière partie, donc partie logique, là c'est quoi? Alors, la partie logique, c'est une partie qui… vraiment, quand je parle de fondamentaux, là c'est encore plus vraiment les fondamentaux. Vous avez 2 types de logique. Une logique de série croisée de lettres ou de chiffres et une logique spatiale. Les séries croisées de lettres ou de chiffres, vous avez une série présentée verticalement, une série horizontalement et la jonction qui est représentée par un point d'interrogation. Vous devez la retrouver parmi les 5 propositions qui vous sont faites. En fait, principalement, comme quand ce sont des lettres, c'est une lecture de l'alphabet. Donc c'est pour ça que quand je vous parle vraiment des fondamentaux, lecture de l'alphabet avec saut ou pas saut de lettres, lecture que de consonnes, que de voyelles, et les séries de chiffres, souvent ce sont des multiples, donc d'où l'intérêt de connaître ces tables de multiplication, ou alors simplement des sommes. Un nombre peut être constitué de 3 chiffres. Vous pouvez très bien voir que la règle pour un nombre, par exemple le chiffre des centaines est égal à l'addition du chiffre des dizaines plus le chiffre des unités. Donc ça peut être la logique. Donc vous avez des entraînements qui sont sur le site tâche2.fr sur lesquels vous pouvez trouver ce type d'exercice pour vous familiariser. On reste vraiment… Et pour la logique spatiale, qu'est-ce que c'est? La logique spatiale, vous avez 3 éléments
spatiaux. Souvent, ce sont des... Et vous devez déterminer le quatrième élément parmi les 4 propositions qui vous sont faites. Souvent, ce sont des rotations, latéralisation, ou alors présence de lettres ou de chiffres avec une progression. Ça ressemble un peu à des tests de QI, non? C'est de l'intelligence fluide. Donc, en fait, quand vous le voyez, soit vous le captez, vous percutez, vous avez une fulgurance, vous le voyez, ou alors vous n'y arrivez pas, mais surtout ne butez pas, passez la question suivante, et après revenez sur cette question, et là vous pourrez le voir. Il existe des techniques qui sont développées par certaines personnes, ou par exemple, pour les séries croisées de lettres, les personnes convertissent la lettre par son ordre dans l'alphabet. Par exemple, la lettre A, c'est la première lettre de l'alphabet, et donc font des différences. Là, on vous rajoute une étape supplémentaire, alors que c'est quand même une épreuve très courte. Vous avez 10 questions en 15 minutes. C'est très court. Quasi 1 minute. Alors, voilà. je ne fais pas les calculs de tête, en fait, je fais la calculette, mais quasi 1 minute 30 par question. Quoi. Voilà. Il faut pouvoir lire les énoncés et capter de suite, percuter, afin de trouver la réponse. Donc, je conseille aussi aux candidats de se faire confiance. Si le candidat hésite entre 2 réponses, de se faire confiance pour choisir telle ou telle réponse. Toi, je crois que Romain, tu avais particulièrement aimé l'épreuve de logique, c'est ça? Adoré. Non, c'était ton épreuve détestée. Oui, bah, c'est là où j'ai perdu plus mes mois. En français et en mathématiques, j'avais plutôt bien réussi, je trouvais. La logique, le gros problème de la logique, c'est que la dernière épreuve, par exemple, on a 1 minute pour répondre à chaque fois. C'est soit on sait, soit on ne sait pas. Donc, c'est dangereux. C'est dangereux et du coup, faut vraiment, avec l'entraînement, c'est du tac au tac à la fin. Donc, En fait, il faut voir le raisonnement. Il n'y a pas de question piège. On ne cherche pas à piéger, on cherche à classer les étudiants. Donc, vous avez différents niveaux de complexité dans les questions. Très bien. Allez, je vais te laisser enchaîner avec la question suivante, Romain. Quel est le score moyen du test? Merci. Hop, on refile la patate chaude à Emmanuel. C'est quoi le score moyen? Alors déjà, c'est noté sur combien? Alors, le test tâche 2 est noté jusque 210 points. D'accord. 210 points. Donc, le but du candidat, c'est d'avoir 210. C'est d'être le plus haut classé, afin de dépasser tous ses petits camarades qui déposent un dossier dans la même école de commerce. Voilà. Donc, le fait de connaître un score moyen... Mais vous l'avez? Oui, mais on ne le communique plus. Auparavant, on communiquait le score moyen au niveau national, mais vous aviez des personnes qui se décourageaient, qui ne déposaient pas de dossier dans telle ou telle école, puisque c'est l'établissement qui, après avoir fait l'inventaire complet de tous ces candidats, peut déterminer son seuil d'admissibilité. Donc, sur une base 100, disons, l'établissement choisira, par exemple, les 70 premiers. Et ensuite continuera le process de sélection avec les entretiens et autres. Donc oui, c'est pas le score moyen, c'est pas le meilleur indicateur. C'est pas le meilleur indicateur. Et il ne faut surtout pas essayer de traduire la note sur 20. Puisque actuellement, aujourd'hui, dans notre système scolaire, on est toujours habitué à avoir une note sur 20. Si vous êtes en dessous ou au-dessus de 10, c'est là que vous vous dites je suis bon, je suis pas bon. Non. Pour le tâche 2, vous êtes bon par rapport aux autres. Donc si tous les autres sont nuls, tant mieux pour nous. Tant mieux, voilà. Alors Romain, est-ce que tu veux communiquer sur ta note ou est-ce que tu préfères garder le secret et le mystère? Oh non, ça va. Sur 210, du coup j'ai eu 128, donc... C'est un bon score? Je peux pas le dire. Oui, d'expérience, ça commence à être un bon score. Ah. Ça commence, oui, c'est un bon score. Maintenant, je ne peux pas vous indiquer... ça sera par rapport aux autres dossiers. Voilà. Bon. Tu étais content de ton score ou pas? C'est ça l'indicateur. Bah, du coup, 128, moi je me suis référé par rapport à la moyenne de 210. Je m'étais dit que je suis plus ou moins au-dessus. Ouais, c'est pas le bon raisonnement. Nous, on voit les performances par établissement, nous les constatons. Et vous prenez un repère du type, faut que je sois au moins à 105 sur 210. Non. Après, je me dis que c'est la fameuse question quand on sort d'un concours de alors comment ça s'est passé. La réponse c'est un concours, ça dépendra des autres. Hein. Voilà. Si je tombe sur une année où il n'y a que des génies, voilà, j'ai bien beau avoir performé, ça ne servira à rien parce qu'il y aura d'autres personnes. Mais si c'est l'inverse. En fait, c'est un classement. Ouais. Donc c'est complètement aléatoire. Ça va dépendre. Il y a rien c'est pas aléatoire. Les performances sont toujours à peu près égales. Vous n'avez pas des cohortes d'étudiants beaucoup moins bons, bien meilleurs d'une année sur l'autre. C'est toujours stable. Maintenant, ça dépend de votre position par rapport aux autres. Mais alors, est-ce que toi, tu as déjà envoyé ton score à des écoles et tu as déjà été admis à certaines écoles, enfin admissible, ou tu n'as pas encore eu les réponses?
Je l'ai envoyé à Schema Business School, donc il me semble que j'ai toujours pas eu de réponse. Les résultats sont plus tard, et après j'attendrai. Très bien, bon, bah, il attendra. Oui, parce que en fait, les établissements aujourd'hui font l'inventaire complet des scores des candidats. Donc ils ne se prononcent pas, ils le font en général tout début mai. Allez Emmanuel, je vous laisse prendre la question suivante. Ah bah. Quelles sont les écoles auxquelles on peut postuler avec le tâche 2 ? Savez-vous si en général ce test est très important dans leur processus d'admission ? Alors, c'est une question à deux niveaux. Savez-vous quelles sont les écoles auxquelles on peut postuler avec le tâche 2 ? Ce que je conseille aux établissements, déjà, c'est d'avoir un projet. Aux candidats, c'est d'avoir un projet. Intéressez-vous à un ou plusieurs établissements. Voyez quelles sont leurs conditions d'admissibilité. Si vous avez le test tâche 2, très bien, passez-le avec eux, aucun problème. Ou avec nous. Ensuite, pourquoi ne pas maximiser votre recherche d'établissement, votre recherche d'école de commerce, de formation en école de gestion. Donc, regardez quels sont les autres établissements qui utilisent le test tâche 2 en fonction de vos intérêts. Aussi, n'allez pas faire une école spécialisée dans la RH si vous n'aimez absolument pas la RH. Ça recrute pourtant. Oui, sûrement, certainement. Donc, c'est aux étudiants de déterminer leur projet professionnel et ensuite maximiser vos conditions d'admissibilité avec les établissements qui utilisent le test tâche 2. Savez-vous si en général ce test est très important dans leur processus d'admission ? Deux cas de figure, soit l'établissement l'utilise simplement pour écarter les 30% des candidats les plus mauvais, donc ensuite les moins bons. Voilà. Les moins bons, et optimise continue son processus de sélection avec des entretiens, des oraux, tests d'anglais ou autres, ou alors le test tâche 2 est utilisé en mix avec une pondération avec d'autres types de tests, par exemple un test d'anglais et du type TOEIC ou Et ça on le sait en général quand on candidate à l'école, ils nous disent votre dossier sera examiné, ou c'est un peu la black box des admissions. Tout est clairement énoncé sur les sites des établissements, donc il n'y a pas de souci à se faire, mais enfin il faut laisser l'établissement convertir la note, parce que des fois, comme vous avez 3 dimensions pour le tâche 2, certains établissements peuvent privilégier la partie verbale ou la partie calcul, donc appliquer une pondération et changer votre note. Mais tous les candidats à cet établissement seront logés à la même enseigne. Et toi, du coup, Romain, par rapport au tâche 2, tu vises que Schema, c'est ça ? Oui. Et tu sais, tu as pu regarder, par exemple, sur le site internet, si le tâche 2 avait une place prépondérante ou pas dans le processus d'admission ? Je sais, pour Schema, il demande 2 prérequis, donc le TOEIC, un score TOEIC. Donc il y a un test d'anglais. Un test d'anglais et le score du tâche 2, tout simplement. Donc on peut supposer que ça sera assez important. Oui. Et après, il y a des entretiens oraux. Et après, en plus de cela, il y a aussi un petit coefficient sur le dossier qu'on doit envoyer à Schema, donc se dire l'aide de motivation, ce qu'on fait, pourquoi on va aller là, qu'est-ce qu'on a fait avant, projet professionnel, tout plein de choses que les internautes pourront voir. Et après, donc du coup, évidemment, les fameux entretiens d'école de commerce sur place où tout se joue. Majoritairement, oui. Et tout va se jouer maintenant aussi parce que ça fait une demi-heure qu'on est ensemble et vous qui nous regardez chez vous, vous savez sans doute ce que cela signifie. Eh bien oui, c'est l'heure de destination finale. Le concept de destination finale est extrêmement simple. Nous avons préparé une liste de phrases commencées dans ce petit bocal et ça va être à toi, Romain, de piocher et de compléter l'une de ces phrases. Alors, le jour du test, il faut vraiment éviter de stresser déjà. Ouais. Il y a toujours le bon stress et le mauvais stress, évidemment. Il y aura toujours un peu de stress, de dire un élève qui dit que j'arrive sans stress, tranquille. On a toujours un peu de stress en se disant mais si je perds tout, si je perds tous mes moyens de vent, c'est le bon stress. Ça veut dire on a travaillé, on sait qu'on a des compétences et on a peur qu'elles ne soient pas à la hauteur. C'est un bon stress, je pense que ça peut stimuler certains, ça peut faire perdre de moyens aux autres, ça dépendra des personnes tout simplement. Vous validez, no stress, no pressure? Oui, il faut tout faire comme pour tous les autres types d'examens. Quand vous avez fait le bac, les partiels ou autres, il faut essayer de déstresser au maximum et de prendre toutes les précautions afin d'arriver à l'heure, pas rajouter du stress.
Donc pas à la dernière minute, même pas le de jour dernière J. minute, voilà. C'est quoi, toi, tu as des méthodes pour éviter le stress, te relaxer? Est-ce que tu as des conseils à partager aux futurs, alors comment on les appelle, les candidats, Les futurs candidats, les testeurs? les testés, les Les testeurs. Alors, tu as des petits conseils, toi, à donner pour le stress? Bah, quand je suis arrivé, déjà je suis arrivé tout seul. Si on peut arriver à plusieurs avec un ami ou parler Papa, en fait. maman Pas forcément, parce que papa et maman, je pense qu'ils vont peut-être un peu plus mettre la pression en disant t'as d'autres projets. Je pense à un ami ou une personne extérieure avec qui parler, tout simplement. Parce que parler, ça va te faire juste passer le temps en fait, et ça va pas te faire penser. Parce que tu arrives, alors on va se mettre vraiment on va se replonger dans ce moment. Tu arrives seul devant le centre d'examen, il y a cette nuée d'étudiants qui est là aussi, qui se regardent, qui se jaugent, un peu, voilà, ça se parle pas trop quoi. Bah, oui, c'est un peu ça, c'était le matin aussi. Je voyais, il y avait déjà pas mal de groupes, donc ils se connaissaient. Vu que j'étais dans une grande ville, j'imaginais qu'à Lyon, c'était principalement des élèves de Lyon. Donc du coup, oui, bon, je suis arrivé avec mes écouteurs, avec un peu de musique, histoire de passer le temps. Puis après, j'ai attendu comme les autres, mais c'est vrai que si on a quelqu'un avec qui aller directement, ça aide quand même. Bah voilà, essayez de faire le test à plusieurs, mais pas sur la copie. La copie, on est tout seul. Emmanuel, la question suivante est pour... Ah ben non, elle est pour toi Romain. Salut, raconte-nous comment tu as organisé ta session de révision. Alors, ma session de révision. J'ai commencé, je dirais, 3 mois peut-être avant, parce que mon emploi du temps ne me le permettait pas avant, mais si vous pouvez, évidemment, faites-le. Alors moi j'ai déjà commencé, il ne faut pas commencer directement en disant je vais faire que des tests, et jusqu'au jour J. Je pense qu'il faut déjà faire toute la partie de cours, donc voir, balayer un maximum le cours, que ce soit dans le français, la logique ou les mathématiques, voir ce que les livres nous proposent tout simplement. Et après, quand on a vraiment plus ou moins fiché tout ce qui nous paraissait essentiel dans les bouquins, bah, on commence à faire des tests. Donc le plus souvent, je commençais à faire vraiment tous les tests au début. J'ai fait trois grosses sessions, voire 4 complètes. Et par rapport au score que j'avais, majoritairement c'était en français, où je réussissais plutôt bien et je pêchais un peu plus en mathématiques et en logique. Donc du coup, j'ai commencé à plus me focaliser là-dessus, donc à me focaliser sur les défauts, là où j'avais des moins bons scores. Éviter de tout en faire, parce que ça prend un certain temps, c'est les épreuves, plus après le temps de correction. Si on peut maximiser son temps et vraiment s'occuper de ce qu'on a besoin, il faut le faire, quoi. Et alors pour le français, tu avais suivi la consigne de lire un petit peu à côté, peut-être des romans, des choses comme ça, des journaux? Déjà, ma situation, on va dire, en classe prépa, ils nous ont déjà dit dès la première année de lire des bouquins d'économie, de lire des journaux, que ce soit en anglais, en français. Donc tu étais rodé? J'étais déjà rodé, oui. Après, de toute façon, ça m'intéressait, donc c'était... Quand ça intéresse, ça passe déjà, c'est beaucoup plus simple. Donc, Vous validez, Emmanuel? Quand l'intérêt est là, oui. Quand l'intérêt est là, tout va. Sur la préparation, tu nous parlais à l'instant d'ouvrage. Vous, à la FNEJ, vous avez un peu des ouvrages de référence, des conseils pour réviser, des annales, des choses comme ça sur lesquelles s'appuyer? Oui, alors déjà sur le site du Tâche 2, on a un test complet, un test gratuit qu'on peut télécharger pour se mettre en situation. Avec notre partenaire prepmafutur.com, on a la possibilité de passer le test en ligne, un test blanc. Gratuitement ou c'est c'est payant, c'est 29 € pour 2 tests. Donc vous passez le test, vous mettez en situation d'examen, vous êtes chronométré, vous essayez de recréer un peu le stress chez vous. Donc voilà, on fait venir plein d'inconnus devant chez soi et on attend devant avec eux avant de remonter dans son appart. C'est cela. Et donc vous êtes chronométré. Donc vous avez une évaluation à la fin du score et vous avez les questions, les réponses et les explications pour arriver aux réponses. Très bien. Et il y a des bouquins conseillés ou pas Oui, particulièrement? nous éditons aussi des annales officielles aux éditions L'Étudiant, avec lesquelles le candidat peut s'entraîner. Très bien. Rien de prévu avec Figaro étudiant? Pas encore. Pas encore, hein, le message va passer. Une question un peu bébête, mais qui fait ces tests? Qui les prépare? Alors, ce sont des psychomètres pour toute la partie calcul logique, ensuite des enseignants en langue pour tout ce qui est partie verbale.
D'accord. Et est-ce qu'ils sont testés? Est-ce que vous, par exemple, vous faites des tests pour vérifier que Alors, c'est compatible? tous les tests sont étalonnés pour être de difficultés équivalentes. Les tests sont perçus plus ou moins complexes par les candidats, mais c'est le candidat qui, en fonction de ses lacunes, le trouve plus ou moins complexe. Mais de toute façon, vous à moi, quand vous avez des candidats qui sortent d'une session tâche 2 ou de session tâche en général, le candidat estime que c'est toujours plus dur que tout ce qu'il a fait en entraînement et que le voisin qui l'a passé 15 jours auparavant ou que celui qui le passera. Vous recevez des mails d'injustice. Le ressenti, voilà, la complexité des questions n'a pas été sentie de la même façon par un candidat le jour J. De toute façon, vous n'arrivez jamais à vous mettre en situation d'examen chez vous en dehors du jour J. Et vous vous amusez, vous, des fois, en passer des tests ou... Alors oui, j'aime bien faire les questions de calcul et de logique. Et vous y arrivez bien? Oui, ça va. On ne va pas vous demander votre score. Je me défends bien. Et en ce que disait Romain, il est vrai qu'il faut arriver un petit peu plus tôt pour prendre connaissance déjà des lieux, pour ne pas être en retard. Ensuite, prenez une petite collation quelque part. Vous avez souvent de quoi faire aux alentours des centres d'examen. Ça vous permet de faire retomber la pression et d'arriver sereinement à l'heure H. Très bien. Allez, on va prendre la question suivante. Je vous laisse la lire, Emmanuel. Quel est le coût d'inscription au test tâche 2. Donc le coût du test tâche 2, lorsque vous le passez directement par une session organisée à la FNEJ, est de 65 € TTC. Et quand on le passe dans une école, c'est pris en compte? C'est inclus dans les frais de dossier de l'établissement, oui, ou du concours. Donc ça, c'est à chaque fois qu'on le passe. Si on le repasse, on repaye. On paye 65 € TTC, tout à fait. Très bien. Ce qui est un coût très faible par rapport au coût d'autres types de tests de langue ou autres. Romain, si on fait une réduction de 70% sur ce prix, combien on a une question subsidiaire, parce que alors j'ai vu sur le site internet plusieurs cas de figure. Si on se présente pas à l'examen, bah voilà, on peut le repasser, mais on a payé quoi. Oui, alors. On a une grande souplesse. Jusqu'à 15 jours avant la session, on peut changer de date. Donc, vous inscrivez une date, vous avez un empêchement, autre examen à cette date-là, un empêchement, vous pouvez transférer votre session à une date disponible. Par contre, à moins de 15 jours, on ne peut plus changer la date. La seule chose que vous puissiez faire, c'est d'annuler votre session, mais par contre, vous devrez repayer les coûts d'inscription de 65 € pour vous inscrire à une autre date. Très bien. Sauf cas de force majeure, maladie ou autre, on a des conditions bien spécifiques, souples. Très très bien. Je te laisse prendre, Romain, la question suivante. Bonjour, merci d'échanger avec nous. J'ai beaucoup de mal avec les tests de logique. Je me sens toujours bête quand je regarde les corrections. Comment je peux m'améliorer sur ce point? Et bah, c'est pas une recette miracle, mais il faut faire. Work. Ouais, voilà, c'est un peu du bachotage. On continue, on essaie de voir vraiment le maximum de situations possibles et ça va venir tout seul en fait. Toi, tu as senti un déclic, une évolution entre le moment où tu as commencé à préparer, où tu te sentais peut-être bête aussi, et puis au fur et à mesure que tu avançais, la progression, tu l'as senti? Ah bah, la première fois que j'ai fait le test, j'étais là, oula. Je l'ai fait, je le faisais même avec mes parents et on me rappelle un soir, on a vraiment passé un sacré moment sur un test qui est censé durer 15-20 minutes. J'étais là, bon, c'est être compliqué, mais j'ai relativisé en me disant c'est normal parce qu'il faut avoir le rythme, il faut connaître les mécanismes, se poser les bonnes questions de. Alors je commence déjà par regarder s'il y a des pairs, s'il y a des impairs, s'il y a des sauts. On commence à développer voilà, des tics à se poser les bonnes questions. Emmanuel, un petit conseil, ouais. C'est du basique. Que peut-on faire avec des lettres quand vous avez des séries de 2 lettres ou 3 lettres? Vous pouvez, entre les séries, lire l'alphabet. Soit l'alphabet, une lecture séquentielle, sans saut, donc A, B, C, D. Bon, enfin, en général, ça ne commence pas par A, ça commence par D, E, F, G. Ou alors, vous faites une lecture avec saut d'une lettre ou de 2 lettres, ou alors un saut incrémenté. De 1 à la première fois, 2 à la seconde, et ainsi de suite. C'est du basique. C'est tellement basique que souvent, ça ne saute pas aux yeux de suite. Très bien. Marie, mets-nous peut-être la petite question campus. Là, ça va faire une petite séquence rigolote avant d'enchaîner sur le qui suis-je. Merci beaucoup. Ah, ça grimpe beaucoup. Ouais. Nelson, on peut reprendre? Oui. Très bien, je vous laisse prendre Emmanuel la question suivante.
Quelle gloire peut trouver à l'heuré le plus faible? Honneur embobiné, mérite abusé, succès rudoyé, grandeur rabaissée. Toi, tu dois reconnaître, c'est une des questions du tâche 2. Donc la consigne, on fait un cas pratique parce qu'on n'arrête pas de parler, donc on va passer comme ça permet de voir une question concrète. Donc on a deux mots qui sont en italique, qui sont les mots gloire et leurré, et il faut trouver les synonymes, les deux synonymes. Est-ce que c'est honneur embobiné? Est-ce que c'est mérite abusé? Est-ce que c'est succès rudoyé? Est-ce que c'est grandeur rabaissée? Romain, qu'est-ce que tu dirais? Je dirais honneur, c'est vraiment le gloire-honneur qui me... Ouais. Donc je dirais honneur embobiné directement. Tu dirais ça. Ouais, qu'est-ce que vous diriez, Emmanuel? Je dirais mérite abusé. Ouais, c'est mérite abusé. C'est la réponse B. Et alors là, c'est bien, on est dans un cas concret. Toi, tu as vu gloire-honneur, parce qu'effectivement, c'est des mots qui résonnent ensemble, et c'est peut-être pour ça aussi qu'on l'a mis. Mais là où vous vous êtes dit, attention, c'est que le ré embobiné… Oui, déjà, j'essaie de respecter le registre lexical. De l'énoncé. Il est vrai que gloire, on l'associe facilement à honneur. Donc là, c'est un je vais réutiliser les mêmes thèmes, c'est un leurre pour pouvoir vous orienter. C'est un distracteur trop proche, mais trop éloigné du registre lexical. Donc il fallait éliminer de suite. Et là, peut-être que la petite technique que j'étais en train de me dire, quand on est sur des synonymes comme ça, donc c'est bel et bien la réponse B, hein, c'est peut-être de modifier, c'est-à-dire prendre la phrase et faire donc quel honneur peut-on trouver à embobiner le plus faible, ou quel mérite peut-on trouver à abuser le plus faible, ou quel succès peut-on trouver, etc. Et se demander si on garde la même signification. Oui, tout à fait. Et puis, comme vous avez deux propositions de mots, à chaque fois, embobiner par rapport à leurrer, c'est pas le même registre lexical. Donc, vous éliminez la proposition entière, honneur embobiné. Pareil pour rudoyer. On cherche le plus faible, on cherche à le leurrer, pas le rudoyer. Il y a un côté physique. Voilà. Donc, il faut éliminer succès rudoyer. Même chose pour grandeur et rabaisser. Très bien. Voilà. Bon. T'es allé très vite en besogne, t'es allé direct droit au but. Parce qu'on n'a que 15 minutes. Donc il faut parfois faire des erreurs, et c'est ça aussi l'apprentissage des concours, des tests, c'est se tromper pour mieux remonter. Et ça va faire 45 minutes qu'on est ensemble. Il est l'heure désormais de se poser une question essentielle. Quelle personnalité correspond le plus au tâche 2? Eh bien, pour le savoir, on passe au « Qui suis-je » ? Pour ce qui suit, j'ai sélectionné 3 personnalités issues. Alors, d'habitude, c'est d'univers différents, mais vous allez voir, c'est des personnalités d'un même univers commun. Je me suis dit test, je me suis dit concours, j'aime la télé. Enfin, j'aime pas tellement la… Enfin, si, j'aime bien la télé aussi. Et donc, voilà les personnalités que j'ai sélectionnées. À vous de dire qui correspond le plus. Nous avons sur la gauche, magnifique, somptueux, avec sa petite barbe, le père Fouras, qui aime poser des questions, qui aime quand on lui répond et qui aime poser des colles. Nous avons au milieu la somptueuse, la très brillante Laurence Boccolini, qui aimait terroriser ses candidats. Alors là, déjà, vous avez peut-être des pistes. Est-ce que le tâche 2 terrorise les candidats? Mais avec ce côté quand même humain, maternel, même si elle rudoyait, pour reprendre la question d'avant, les candidats. Et nous avons sur la droite, je ne sais pas si vous le reconnaissez, c'est Camille Combal, il est animateur sur Virgin Radio et il est depuis quelques mois passé à la tête de Qui veut gagner des millions à la place de l'indéboulonnable Jean-Pierre Foucault. Voilà, donc c'est le nouveau Jean-Pierre Foucault. Alors, qui de ces 3 personnalités, selon vous, correspond le plus au tâche 2? Vous avez 15 minutes. Non. Je vais plutôt procéder par élimination. D'accord, alors qui vous éliminez? Alors le père Fouras, puisque, comme vous l'aviez dit dans votre présentation, il cherche à coller. Ouais. Alors que le tâche 2, on ne cherche pas à coller les étudiants, on cherche à les classer. Donc il n'y a pas de questions pièges. Tout le monde peut répondre aux questions, on ne cherche pas à les piéger. Je viserais plutôt Laurence Boccolini. Ouais. Elle a un côté qui fait un peu peur, un peu comme tous les tests, comme tous les examens font peur. Donc, c'est vrai qu'elle a un côté maternel et en fait, il y a un bon fond, un peu comme le test tâche 2, on cherche à vous classer. Pour vous permettre d'accéder à la meilleure école. Voilà. Tu valides ou tu as une autre idée en tête? J'aurais dit père Fouras justement. Ah ouais, alors pourquoi? Parce que tout ce qui est test de logique, je le verrais bien, ou même des questions que le tâche 2 peut poser.
Mais c'est pas, je vois pas aussi d'un œil aussi critique par rapport au call qu'il va poser, mais c'est plus, il va nous apprendre quelque chose en fait dans les questions qu'il va nous poser, et ces questions nous feront réfléchir. C'est pas quand il nous pose la question, on n'est pas là directement, ah, je sais directement la question. C'est, on prend un petit temps sur soi et on énumère et on trouve à la fin, quoi, ou pas. C'est ton dernier mot. Ah non, mais c'est pas le père Fouras, donc ma blague ne passe pas. Emmanuel, je vous laisse prendre la question suivante. À chaque fois que j'essaye de faire des annales en conditions réelles, je n'arrive jamais à aller au bout des questions de chacun des sous-tests. C'est habituel que le jour J, les candidats ne répondent pas à tout. Ça peut me pénaliser. Alors, on n'a jamais eu de 210 sur 210. Jamais. Que cette candidate se rassure. On a eu des scores très élevés, mais jamais eu de score maximum. De toute façon, c'est un test de classement, donc il ne faudrait pas qu'il y ait d'effet plafond ni d'effet plancher. Il faut vraiment que les candidats soient classés, soient classés, qu'il y ait une hiérarchie. Et c'est normal de pas, alors ce qu'elle explique, hein, cette candidate ou ce candidat. Chacun des sous-tests de chacune des questions. Ils n'arrivent pas à faire toutes les questions, à répondre à tout. Est-ce qu'il vaut mieux répondre à tout quitte à se tromper? Toi, par exemple, tu avais coché toutes les cases. Là où j'étais vraiment sûr, surtout en français j'avais tout coché, en maths j'ai dû en laisser de côté 2 à rigueur. C'est plus en logique où on est vraiment, vu qu'on a vraiment peu de temps, je l'ai pris en amont, je savais que les réponses à la va-vite ça pouvait vite tomber, donc je me suis dit, j'ai pris un peu de recul en me disant mieux vaut ne pas répondre que répondre à côté, à part si évidemment on a une chance sur 2, quoi. On perd des points si on répond faux. Alors, les bonnes réponses vous rapportent des points. L'absence de réponse ne rapportent rien et ne sont pas sanctionnés. Par contre, les mauvaises réponses sont sanctionnées. Ah. Mais la sanction des mauvaises réponses est à hauteur de ce que l'on attend du candidat, c'est-à-dire ne pas avoir de stratégie de hasard. Si je prends un test et que je coche les réponses au hasard, là, mon score va tendre vers 0. Par contre, ce que je conseille toujours à un candidat, lorsque vous avez une question pour laquelle vous avez 4 propositions de réponse qui vous sont faites, que vous arrivez à éliminer deux propositions de réponse et que vous hésitez entre 2, je dis au candidat de se faire confiance. Son score, il peut avoir un point négatif à ce moment-là, mais ce ne sera pas sanctionné de la même façon que s'il répond Comment complètement on peut au ne hasard. pas sanctionner de la même façon Grosso modo, c'est de la probabilité. Allez, Vous avez 4 réponses. Donc si vous choisissez la bonne réponse parmi 4, vous n'en avez qu'une sur 4. Alors que si vous faites confiance, vous hésitez entre 2 réponses, là c'est 1 sur 2. Il faut calculer l'espérance. Voilà. Ah ouais, d'accord. Mais dans tous les cas, si on a faux, on perd un point. Il y a du point négatif, tout à fait. Mais je dis aux candidats, faites-vous confiance, laissez-vous parler. Oui, c'est sûr, on a plus de chances. C'est- Ah oui, 1 sur 4. Ah, Oui, d'accord. Voilà. Ouais. C'est un petit truc comme vous avez les séries croisées. À un moment donné, vous devez voir, vous devez percuter sur la logique verticalement pour les lettres ou les chiffres. Donc à un moment donné, faites-vous confiance. Si vous la trouvez horizontalement, vous ne la trouvez pas verticalement, mais vous sentez plus celle-ci, faites-vous confiance. Très bien. Bon, c'est un conseil que tu avais suivi, toi, des Oui, fois, oui, tu t'hésitais. Je l'avais lu dans un bouquin, il disait la même chose. C'était vous qui le disiez déjà ou non? Je ne sais plus. Ah, d'accord. Voilà. Romain, je te laisse prendre la question suivante. Ah, bah non, ça sera pour Emmanuel a priori. Comment se passe la notation du test? Est-ce que comme dans certains concours de langue, il y a une harmonisation en fonction du résultat global de ceux qui ont passé la session? Non, votre voisin ne va pas déterminer votre score. Les tests sont créés, sont étalonnés avant distribution. Les niveaux de difficulté sont harmonisés avant. Ensuite, le ressenti que vous avez, c'est la complexité, c'est votre ressenti. Voilà. Mais votre voisin n'influera pas votre performance. Qui corrige le test? C'est les machines? C'est les machines. Toute une équipe de concepteurs, donc psychomètres, qui créent les tests. Les tests sont étalonnés. Et ensuite, comme c'est corrigé de manière optique, c'est une machine qui les corrige. On se sent comment face à cette machine, face à cette correction? Il y avait eu dans cette période d'attente de l'angoisse, du stress, ou une fois que c'est passé, on se dit ça y est, c'est fait, je passe à autre chose, je révise mes cols? C'est un peu ça, ouais. C'est c'est fait une étape, on coche ça et on passe à la suite. Si on a d'autres concours, on les prépare. Si on a d'autres choses à faire, on les prépare. Et de toute façon, les dés sont lancés, donc c'est pas en se mordant les doigts que les points vont venir. Donc, Très bien, on va passer à la question suivante. Allez-y Emmanuel.
Savez-vous si en général les écoles utilisent les tests tâche 2 comme des barres d'admissibilité pour convoquer aux entretiens oraux? Oui, il faut bien que l'école détermine une barre d'admissibilité donc, pour pouvoir convoquer les étudiants aux oraux. Donc ça peut être soit tâche 2 et test d'anglais, comme il était le cas pour Schema. Donc il y a une barre d'admissibilité, on écarte les moins bons. Mais c'est pas parce que des fois les écoles vont dire il faut un score minimum de TOEIC. Là, il y a en général pas de score minimum du tâche 2. Ça va vraiment dépendre du reste des candidats. Ça dépend du classement de tous les candidats qui ont déposé un dossier. Ça dépend de votre classement parmi tous ces étudiants. Donc l'établissement définit une barre d'admissibilité. Très bien, on passe à la question suivante. Je te laisse la lire, Romain. Bonjour, je me prépare depuis quelques semaines au test et je dois avouer que je trouve le niveau assez simple. Est-ce que ça évalue vraiment nos capacités managériales? Alors là, le management, j'en ai pas fait encore, j'ai pas de cours là-dessus, donc je pourrais pas. Et le niveau simple, tu valides? Le niveau simple, ça dépend des personnes tout simplement. Si c'est vrai que ça va paraître simple pour une personne qui a été tout simplement régulière dans ses cours au collège, au lycée, qui a été toujours plus ou moins bon élève, parce qu'il n'y aura pas trop de retard à rattraper. Après, ça dépend le jour J, parce qu'on peut trouver ça simple, se reposer sur les lauriers. C'est ce que je déconseille quand même si on fait un test ou deux et on se dit j'ai une très bonne note, pas besoin de réviser plus. Easy. Ouais, voilà. Non, il faut quand même le faire, histoire de se mettre encore plus en confiance. Parce que le jour J, il suffit de tomber sur un texte de français qui ne nous parle pas du tout. On perd tous nos points là-dessus. Il faut qu'on tombe sur des logiques, ça ne nous parle pas. Et c'est pareil, ça dépend le jour J. Donc. Parce qu'on le disait tout à l'heure, vous nous le disiez, c'est un peu du niveau collège 3e. Mais est-ce que c'est plutôt, c'est pas tellement le fait que ça soit d'un niveau simple, mais c'est sur peut-être la fréquence, la régularité. Il faut répondre rapidement à des questions qui peuvent être simples, voire compliquées au fur et à mesure, c'est ça? En fait, vous êtes chronométré pour chacun des sous-tests, donc vous avez un temps par question, et ce temps est toujours court, toujours trop court, parce qu'il vous faut extraire les bonnes informations, les remettre en forme et trouver la bonne réponse parmi celles qui vous sont proposées. Donc, cette personne a l'impression que ça peut être simple, mais le jour du test, il faut pouvoir monopoliser toutes les aptitudes afin de réussir le test. Donc c'est vraiment un test d'aptitude. Et concernant les compétences managériales, ce sont des aptitudes qui seront utilisées, qui ont été définies déjà par des responsables d'écoles de commerce, des directeurs et responsables de programmes, pour pouvoir sélectionner leurs étudiants. Et ensuite, quand les personnes rentreront en école de commerce, là, elles aborderont les matières managériales en question. Je vous laisse enchaîner, Emmanuel, avec la question suivante. Au bout de combien de temps reçoit-on les résultats des tests? Quand vous passez le test tâche 2 par l'intermédiaire de la FNEJ, vous obtenez votre score au bout d'une dizaine de jours. Très bien. Dans votre compte. Tu l'as eu en combien de temps? Pas le nombre de jours exact, mais c'était dans ces eaux-là. Oui. Ouais. J'y allais pas tous les jours pour voir. Ils envoient un mail de toute façon. On a un petit mail, on a toutes les infos. Et après, c'est transmis directement aux écoles ou on peut rajouter 10 points quand on s'inscrit dans des écoles? Alors, c'est les écoles qui nous demandent de vérifier les scores aux établissements. Donc, l'étudiant peut faire une déclaration en disant « j'ai passé le test tâche 2, j'ai eu ce score ». Mais de toute façon, les établissements nous envoient des demandes de vérification de score. Donc, on valide les scores. Des étudiants qui mentent. Vous avez des gens qui mentent un peu partout. Donc, pour tout. Et donc ça, c'est peut-être le conseil à donner. Ne trichez pas là-dessus. Ne trichez pas. De toute façon, ça se verra aux entretiens. Ah, on peut ça se verra aux entretiens. Très bien. Je vous laisse enchaîner, Emmanuel, avec la question suivante. Combien de temps notre test reste-t-il valide? Le score test TAGEMAJ est valable 2 années. Donc, l'année N et l'année N+1. Ce qui veut dire, alors, on va faire là, je vais sortir le tableau blanc. Oui. On peut passer 2 fois par an, tous les 6 mois, le test. Oui. Sachant que c'est renouvelé à l'année civile, je crois, il y a une histoire comme ça, ou c'est 6 mois. Tous les 6 mois, c'est ça. D'accord, tous les 6 mois on peut faire. Et c'est valable 2 ans. Mmh. Et après, quand on passe le test, on peut passer du coup pendant la période de 2 ans 4 fois le test finalement. Par exemple, parce qu'on peut se dire, est-ce que c'est une stratégie qui peut être payante? On arrive en L1, on a envie de faire une école et tout. On commence un petit test. 6 mois plus tard, deuxième petit test. 6 mois après, troisième petit test. 6 mois après, quatrième petit test. C'est une stratégie qui peut être payante parce que déjà, ça vous met en condition, vous n'arrivez pas complètement surpris le jour du test. Voilà, ça vous permet de vous mettre en jambes, de vous entraîner. Ce que je conseille aux candidats, c'est de le passer 2 fois.
peut-être pas 3 ou 4, si le candidat le souhaite, c'est très bien pour voir ce à quoi ressemble le test tâche 2 réellement en conditions d'examen. Et après, c'est la meilleure note qui est gardée Bien ou sûr. il y a l'historique des notes pour les écoles? C'est la meilleure note qui est gardée et l'établissement ne connaît que la meilleure note, ne connaît absolument pas l'historique ni le nombre de passations. Très bien, et bien écoutez messieurs, on arrive déjà à la fin de cet oral, mais avant de vous quitter, on vous a laissé un petit plaisir pour la fin, c'est la chouchoute. Alors vous avez eu beaucoup de questions pendant ce live, laquelle avez-vous préféré? Je commence par toi Romain. Moi, c'est la question sur l'internaute nous disait qu'il trouvait le test trop simple, très simple. Je voudrais bien revenir là-dessus en disant faut faire attention, ça reste un test, donc il faut être le meilleur le jour J. Donc lorsque l'entraînement fait la moitié du travail et l'autre moitié du travail, ça sera le jour J. Donc il faut performer le jour J et pas pendant les entraînements. Et vous Emmanuel, votre question préférée, toutes les questions que nous avons eues pendant cet oral? Oui, elle concerne une étudiante en licence 2 de philo qui se demandait si elle pouvait réussir le test tâche 2, si les études d'école de commerce pouvaient être faites pour elle. Oui, tout à fait. Elle correspond à un profil qui intéresse les écoles de commerce et si elle revoit tous les fondamentaux, le test lui est tout à fait accessible. Eh bien, ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup, messieurs. Emmanuel, Marjorie, responsable des tests de sélection à la FNEJ, et puis Romain, étudiant en classe prépa Paris-Saclay D2 Éco au lycée Eiffel de Dijon. Merci à tous les deux d'être venus ici. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis, d'avoir envoyé toutes ces questions. Et bien voilà, vous y voyez désormais plus clair sur le tâche 2. Plus de stress, des révisions, du courage, en espérant que vous ayez l'école de vos rêves. À très vite sur Campus Chanel.